Une des questions qu'on me pose le plus, c'est est-ce que j'ai une bonne génétique? Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages accompagnés de photos, voire même de vidéos pour essayer de déterminer si vous aviez un potentiel dans la musculation. Et on l'a même fait dans une série de vidéos. C'est très intéressant, ça nous permet de voir quand même la différence qu'il existe entre les individus, mais en réalité, difficile d'estimer votre potentiel génétique avec juste une photo ou même une vidéo. Comme dans les émissions du Corona, d'ailleurs, je vais vous le dire, c'est compliqué de vraiment se donner un avis à travers un écran. Certaines personnes ont l'air beaucoup plus impressionnantes en vrai, d'autres beaucoup moins. Si vous posez des questions quant à votre génétique, aujourd'hui on va essayer d'y répondre. Qu'est-ce qui pourrait influencer vos résultats en musculation, vraiment au niveau ADN? Premier facteur auquel vous n'auriez peut-être pas pensé, c'est la force mentale. Et oui, c'est influencé par la génétique. Alors, ça englobe tout un tas de sous-facteurs. Le seuil de douleur et la résistance à la douleur. Alors, c'est deux choses différentes. Le seuil de douleur, ça correspond à quel moment le stimulus deviendra douloureux, et la résistance à la douleur, c'est à quel point vous pouvez la supporter. Mais ça peut être également la réactivité au stress, à l'anxiété qui sera provoquée par cette douleur, la résilience psychologique, c'est-à-dire à quel point votre mental il peut se relever d'épreuves douloureuses. Mais ça pourrait également être le métabolisme des récepteurs dopamine, noradrénaline gérés par le gène COMT. Et ouais, en fonction des personnes, la douleur va générer plus ou moins de dopamine, donc de plaisir, et également d'adrénaline. Ils ont mal, ça les excite, ça les énerve, ça les... Et d'autres, ça sera complètement l'inverse, ils vont se rabougrir. Et il y a d'autres gènes comme le OPRM1 ou le SCN9A qui vont directement gérer les signaux de douleur. Votre patrimoine génétique correspond à environ 30 à 60% de cette force mentale. C'est sûr que vous aurez plus de résultats si vous êtes capable de vraiment vous pousser dans vos derniers retranchements. Un champion de bodybuilding, je sais plus lequel, avait dit à Layne Norton, à l'époque bodybuilder naturel, comment faire pour avoir des grosses cuisses quand on est naturel? Eh bien, il faut être prêt à souffrir. Certaines personnes n'ont pas les capacités mentales, ou du moins rarement, de vraiment s'arracher sur les séances, d'atteindre vraiment l'échec, et en particulier sur les séances jambes. Allez, encore allez, Et ça, c'est sûr que ça va conditionner vos résultats, mais également sur le long terme. Compliqué de continuer à faire de la musculation pendant des années, voire des décennies, 15 ans comme moi, si pour vous, cette activité n'est tout simplement pas agréable. Si vous ne trouvez aucune satisfaction dans la douleur, vous aurez du mal, ou du moins plus de mal à garder cette discipline. C'est un peu comme un boss dans Dark Souls. Ils sont ultra durs. On souffre, on essaie d'apprendre leur pattern pour enfin les terrasser. Et là, la sensation d'accomplissement, de satisfaction qui nous envahit est indescriptible. Même principe avec une grosse séance de sport. Mais si vous ressentez pas la même chose, ça va être compliqué. Deuxième facteur, évidemment, la réponse à l'entraînement. Combien d'entre nous se sont mis au sport avec un groupe d'amis et ont vu certains de leurs camarades évoluer bien plus vite que d'autres? C'est comme ça, c'est injuste, et la science a répliqué ces effets maintes fois, que ce soit pour le cardio, la force ou l'hypertrophie. Par exemple, dans la fameuse étude Héritage, ils ont pris un peu plus de 700 personnes qui étaient sédentaires d'âge varié. Pendant 20 semaines, ils leur ont fait suivre exactement le même programme d'entraînement au vélo. Mais certains ont vu quasiment 0% d'augmentation, tandis que d'autres ont augmenté leur VO2 max de plus de 1 litre, sachant que la moyenne était de 400 millilitres. Certaines personnes qui étaient mauvaise du point de vue génétique dans un facteur pouvait être bon dans un autre. Quelqu'un pouvait avoir une grande augmentation de son VO2 max mais très peu de diminution de gras, alors que ça pouvait être l'inverse dans d'autres personnes. C'est pas parce que vous avez une mauvaise génétique dans une chose que vous avez une mauvaise génétique partout. Une autre étude, Petrella en 2008, qui a pris 66 personnes sédentaires et pendant 16 semaines leur a fait faire le même programme de musculation sous surveillance des scientifiques. Ça a été fait dans les règles de l'art. À la suite, évidemment, de ces 4 mois de musculation, tout le monde a eu des résultats différents. Et les scientifiques ont séparé les participants en 3 groupes. Alors, ceux qui ne répondaient pas à l'entraînement, qu'on appelle les non-responders, ou aussi, vous connaissez probablement ce terme, les hard gainers, en moyenne, on s'approchait des 0% d'augmentation. Le groupe moyen, avec en moyenne 28% d'hypertrophie, et le dernier groupe des super répondeurs à l'entraînement, les easy gainers, avec en moyenne 58% d'hypertrophie. Ils ont observé que ceux qui gagnaient plus de muscles avaient de manière générale plus de cellules satellites musculaires et qu'elles s'activaient mieux. En gros, les fibres musculaires sont des cellules vraiment spéciales. Elles sont ultra longues. Et oui, une fibre musculaire, c'est une cellule tellement longue qu'elles ont plusieurs noyaux afin de pouvoir bien les coordonner. Autour des fibres, il y a des cellules satellites qui dorment. Et en faisant de la musculation, on va en intégrer dans les fibres afin qu'elles soient plus performantes. Mais certaines personnes en ont déjà bien plus de base, ou même plus qui dorment autour, et également
temps, par exemple, de prendre des anabolisants va augmenter considérablement le nombre de cellules satellites. On observe également que ces derniers ont une meilleure activation de la voie de signalisation mTOR, donc celle qui s'occupe de la création musculaire, une meilleure activation de l'IGF-1 et qu'ils ont, certains d'entre eux du moins, ont moins de myostatine. C'est un facteur qui va limiter la croissance musculaire parce que d'avoir trop de muscles, c'est pas bon pour le corps. L'hypertrophie à tout prix, c'est fatal et je pense que vous en avez bien conscience maintenant. Si votre cœur grossit à l'infini, il risque de plus pouvoir pomper. Si vous pesez 150 kg de muscle, c'est compliqué même de courir et que vos organes arrivent à continuer à nourrir tout ça. Mais certaines personnes en ont plus ou moins, ce qui fait que leur potentiel total est plus ou moins grand. Sous-facteur dans le même délire, ça va être la réponse aux anabolisants. Là aussi, c'est extrêmement génétique. J'avais interviewé il y a quelque temps un ami qui racontait que lui ainsi que 3 de ses collègues ont commencé les produits dopants en même temps et les 4 ont eu des résultats différents. Il y en avait même un dans l'eau. Je ne demandais pas s'il prenait des produits, je demandais s'il faisait de la muscu. Tout le monde ne réagit pas de la même manière aux produits. Par exemple, on a un nombre de récepteurs androgènes, donc qui servent à capter les messagers androgènes comme la testostérone pour créer du muscle, qui est propre à chacun. On peut en avoir plus ou moins sur tout le corps, mais même en fonction de nos muscles. De manière générale, si vous avez suivi, on en a plus au niveau des épaules et des trapèzes. C'est pour ça que ces zones-là explosent quand on passe sous androgène. Mais il peut y avoir des personnes qui ont une mauvaise génétique de ce point de vue-là, ou qui aussi auront une moins bonne propension à tolérer les produits. Il y a des personnes qui, après un seul cycle d'anabolisant, ils ont déjà eu des soucis de santé, ils ont dû arrêter, tandis que d'autres peuvent encaisser. Certains vont exploser avec leur premier cycle, alors que d'autres, ça va être juste une légère amélioration. Les personnes qui prennent le plus d'anabolisants, ce ne sont pas les plus grands pros. En général, ce sont les amateurs qui sont presque pros. Ils y sont presque, mais il leur manque ce petit truc, ils ont probablement pas la génétique et ils essayent de la compenser avec une tonne de produits. Du coup, évidemment, un autre facteur, ça va être vos niveaux hormonaux qui sont influencés par la génétique. Vous comprenez bien que une personne qui a 8 nanomoles de testostérone risque de prendre moins de muscle que quelqu'un qui en a 32. Bon, alors après, il faut nuancer, ce facteur est quand même moins important que ce que les gens pensent. Dans l'imaginaire collectif, on s'imagine que si on a peu de testo, c'est impossible de gagner du muscle, et si on en a beaucoup, on va forcément devenir énorme. C'est plus compliqué que ça, parce que par exemple, je vous ai déjà parlé des récepteurs. Si vous prenez quelqu'un qui a peu de testo moyenne, mais qui a beaucoup de récepteurs, ça sera pas la même chose que quelqu'un qui a peu de testo et très peu de récepteurs. Il y a également d'autres hormones qui vont jouer, comme par exemple vos niveaux de SHBG qui vont influencer votre testostérone libre, celle que le corps peut utiliser pour construire du muscle. Vous pouvez avoir beaucoup de testostérone totale, mais très peu de libre. Et à l'inverse, moins de testostérone totale, mais beaucoup de libre. Et ça, c'est rien que pour la testo, mais également vos niveaux d'hormones de croissance, d'IGF-1, même les hormones thyroïdiennes qui vont réguler votre métabolisme. Tout ça va se cumuler pour influencer votre perte de gras et vos gains de muscles. Autre facteur important, la résistance aux blessures. Ça aussi, ça englobe plusieurs facteurs qui sont plus ou moins influencés génétiquement. Par exemple, la résistance des os qui, elle, pourrait dépendre même jusqu'à 80% uniquement de votre patrimoine génétique. On a également la résistance des tendons ou des ligaments, l'élasticité des muscles, la robustesse du cartilage ou du tissu conjonctif. Bonne nouvelle, c'est que toutes ces choses-là, à différents degrés, peuvent être améliorées par l'entraînement, en particulier la résistance des tendons et des os. La musculation va grandement améliorer votre capital de base, mais jusqu'à une certaine limite. Par exemple, on peut avoir certaines variances dans des gènes, comme celui COL1A1, qui va directement jouer sur votre risque de blessure, ont remarqué les scientifiques, en particulier au niveau du tendon d'Achille, des ligaments croisés, de la coiffe de rotateur ou des tendinites. Pour la petite histoire, je me suis fait les 2 croisés aux 2 genoux il y a 15 ans maintenant au foot américain, et mon frère, à peine après quelques séances de foot américain, il se les a fait aussi juste avant moi. Ma mère s'est fait opérer des 2 genoux, peut-être même ma grand-mère. Bref, dans ma famille, il n'y a que ça. Donc, je pense qu'on avait clairement une prédisposition à ce type de blessure. Sans compter que j'ai également une coiffe des rotateurs gauche en très mauvais état, après quelques plaquages et on y rajoute 15 années à faire du bench derrière, et un fameux historique de tendinite, notamment aux 2 coudes. Donc j'imagine que mon gène COL1A1 n'est certainement pas bien optimisé. Pour les os, ça pourrait être le gène VDR qui régit le nombre de récepteurs de vitamine D. Comme vous savez, c'est bon pour les os, mais certaines personnes en ont plus ou moins. Et pour les muscles, des études suggèrent que les sprinteurs d'élite ont souvent des variations du gène ACTN3, donc le gène de la vitesse, qui diminue le risque de déchirure.
Ça, c'est top. Et pourquoi je parle de tout ça? Parce que c'est compliqué d'entraîner ses bras si vous avez des tendinites chroniques. Moi-même, d'ailleurs, par exemple, je ne peux même plus faire de développé couché à plat, que ce soit à la barre ou aux haltères, ni même des dips. Bon, imaginez quelqu'un qui est vraiment perclus de blessures. Déjà, ça va ralentir ses progrès en musculation. Peut-être même que ça va le décourager, qu'il va arrêter. Ou bien qu'il y a certains exercices, certaines manières de faire, ou peut-être même des groupes musculaires entiers qui devra zapper. Dans la même veine, un autre facteur, ça va être tout simplement la structure osseuse. Et oui, quelqu'un qui a les hanches, la taille fine et les clavicules larges va présenter très facilement un physique plus esthétique. Moi, par exemple, bon, par rapport à certaines choses, n'ai pas la meilleure génétique clairement pour construire du muscle. À la base, j'ai une bonne génétique pour le cardio, mais je m'en sors pas trop mal niveau taille fine et épaules larges. Ça pourrait être également en force la longueur de vos bras. Si vous avez des bras d'Oran ou Tan avec un indice ape très élevé, vous allez être un très bon deadlifter, le roi du soulevé de terre. Mais en ce qui concernera le squat et le développé couché, ça risque de pas être la même chose. D'ailleurs, de manière générale, dans les sports de force, les individus qui ont les membres un peu plus courts, la taille un peu plus épaisse, afin d'avoir une masse de muscles qui soutient votre tronc, sont généralement plus forts. Et certains ont théorisé déjà il y a bien longtemps que vos structures osseuses va représenter la charpente et le potentiel maximal total de muscles que vous pouvez contenir sur celle-ci. Par exemple, il mesurait la circonférence de vos poignets ou de vos chevilles pour essayer de déterminer combien de muscles vous pourriez mettre sur votre carcasse. Dans la même veine, nous avons les insertions musculaires. En fonction de la forme de vos muscles, ça ne représentera pas le même potentiel esthétique. Est-ce que vous avez un biceps long qui va jusqu'à l'avant-bras, ou bien il y a un trou? Est-ce que ces derniers ont un gros pic ou sont raplapla? Vos pectoraux sont-ils bien épais et larges, insérés bas, ou au contraire très hauts? Et si vous combinez ça avec la structure osseuse, on a tout un tas de combinaisons qui peuvent être plus ou moins avantageuses, que ce soit au point de vue de la force ou l'esthétique. Mais vous comprenez que quelqu'un qui a les clavicules larges et les pectoraux longs, on aura l'impression qu'il a un torse de Dieu. À l'inverse, si vous avez des bras très longs et des biceps très courts, c'est pas le même délire. Par contre, niveau triceps, j'ai clairement été gâté par la nature, car dès mes premiers pas dans le sport, ils ont directement explosé. Ça peut également s'observer chez les abdos. Certains en ont des extrêmement symétriques à cause de où les tendons sont insérés, d'autres pas du tout, c'est le chaos. Certains n'ont même que 7 ou 6 abdos. Et quand on veut faire un sport comme le culturisme qui met l'accent sur une symétrie, une harmonie, un esthétisme global, ça peut jouer clairement en votre défaveur. Et enfin, dernier facteur pour aujourd'hui, ça sera votre pourcentage de type de fibres. Il existe plusieurs types de fibres musculaires, les fibres lentes, les fibres intermédiaires, les fibres rapides. Les premières sont très endurantes mais produisent très peu de force. À l'inverse, les rapides produisent énormément de force, et d'ailleurs ce sont celles qui nous intéressent le plus en musculation car ce sont les plus grosses, mais très peu endurantes. Il y a eu tout un tas d'études qui ont été faites sur des jumeaux, sur des familles auxquelles ils ont prélevé des biopsies musculaires, et ils ont estimé qu'environ 45 jusqu'à 90% du type de fibre pouvait être déterminé par la génétique. Le chiffre est grand car il y a d'énormes différences possibles. Par exemple, les scientifiques ont observé chez les marathoniens d'élite jusqu'à 95% de fibres de type 1, alors qu'à l'inverse, chez certains haltérophiles d'élite, on était sur quasiment 80% de fibres de type 2. Tout un tas de gènes qui vont jouer là-dessus. Et d'ailleurs, le gène ACTN3, celui de la vitesse dont je vous parlais tout à l'heure, 18% de la population mondiale ne l'a même pas. C'est-à-dire que ces personnes-là seront beaucoup moins explosives, moins rapides et moins puissantes. On en retrouve beaucoup moins dans ce qui est sprint et haltérophilie. Ceci dit, ce facteur peut être également influencé par l'entraînement. Même si vous avez beaucoup de fibres de type 1, si vous faites de la musculation ou du sprint, une activité qui met en exergue les fibres de type 2, vous allez créer, ou du moins convertir des fibres de type 1 en type 2. À l'inverse, si vous faites beaucoup d'endurance, vous allez convertir des fibres de type 2 en type 1. Autrefois, on pensait que c'était impossible de convertir des fibres lentes en rapides, mais la recherche nous a montré que oui, c'est possible, même si c'est plus difficile. Donc si vous prenez quelqu'un qui est génétiquement très doué pour l'endurance et que vous lui faites faire une tonne d'endurance, ça va devenir un dieu de l'endurance. Tout ça pour dire, il peut y avoir énormément de variabilité sur tout un tas de facteurs cumulés. Et si les planètes s'alignent, vous pouvez avoir littéralement une génétique d'élu, alors que, à l'inverse, pas de chance. Mais le point positif avec beaucoup de ces facteurs, c'est qu'ils peuvent être améliorés par l'entraînement. Donc certes, vous avez votre génétique de base, mais en poursuivant une activité sur des années et des années et des années, vous allez renforcer les caractères correspondant
à cette activité. Par exemple, si vous faites beaucoup de musculation, vous allez améliorer la santé de vos os, de vos articulations, vous allez augmenter vos niveaux de testostérone et de bonnes hormones anabolisantes, vous allez augmenter votre propension de fibres de type 2, vous allez d'ailleurs aussi, j'avais oublié de le dire, améliorer votre résistance à la douleur, parce que ça c'est quelque chose qui se pratique également, etc., etc. Moralité, peu importe les armes que vous avez à la base, si vous voulez quelque chose, entraînez-vous pour ça. Comme je vous l'ai dit, je suis naturellement doué pour le cardio, pourtant j'ai choisi une autre voie. Bref, ça sera tout pour aujourd'hui, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de la liker, ça vous fera dépenser une calorie. Est-ce que vous avez vous-même un bon potentiel pour la musculation, une bonne génétique? Alors, je vais préciser quand même, j'ai une bonne génétique pour le cardio, j'ai pas besoin de bien m'entraîner pour avoir des bonnes perfs. À l'inverse, construire du muscle, ça a été très long. Mais j'ai des choses qui sont correctes, c'est-à-dire que les clavicules larges, la taille fine, je vais pas m'en plaindre. Au niveau des insertions musculaires, ça aurait pu être bien pire que ça. Et ça me permet quand même de créer un physique relativement esthétique. Réponse à l'entraînement hypertrophie, pas génial, mais du côté structure osseuse, c'est meilleur. Vous voyez, on peut être mauvais dans l'un, bon dans l'autre. Alors évidemment, les meilleurs, ils seront bons partout, dans le sport associé. Mais ne soyez pas trop défaitistes. C'est pas parce qu'à la base, vous pensez ne pas avoir le meilleur potentiel possible que vous ne pourrez pas obtenir de bons résultats. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, performance.fr ou directement sur mes réseaux, si vous avez besoin de compléments de qualité français, Broadway, code ALL10 pour 10% des réductions. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.